Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On ne peut pas faire de la télévision locale sans avoir une pensée toute particulière pour Jean-Pierre Pernaut, le présentateur vedette du 13h de TF1 est décédé hier. On a déniché une vidéo pour lui rendre hommage, vous la découvrirez en fin d'émission. Voici d'abord les titres du JT. Solarborn, c'est un projet scolaire mais qui pourrait intéresser de nombreux décisionnaires, en particulier dans le domaine touristique. C'est une borne photovoltaïque qui permet de recharger des vélos électriques et des téléphones portables et c'est une invention d'élèves du lycée Tessier à Bitche. Extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire du SIDEM. Depuis le 1er mars, tous les emballages se trient pour être recyclés. Une évolution écologique mais aussi économique. Les chiffres de 2021 sont tombés. Sous-préfet, forces de l'ordre et services de secours dressent le bilan de la sécurité. Les violences intrafamiliales sont au cœur des préoccupations. La CCPB et 10 communes ont signé un nouveau document avec la CAF. La Convention territoriale globale remplace les anciens contrats enfance-jeunesse. Ce document est la nouvelle porte d'entrée pour obtenir des financements de la CAF pour faire des actions en faveur de la petite enfance. Nouvelle stratégie sportive au Sarreguemines Football Club. Le SFC a fait de profonds changements dans son staff, mais aussi dans ses effectifs de joueurs et entraîneurs. Et l'invité du jour est Roland Roth. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous interviendrez avec une double casquette, celle de président du SIDEM, mais aussi celle de président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Interview dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera à la vente directe via les distributeurs automatiques. Vous verrez que les casiers en libre service ont la cote. On commence côté actu avec Solarborn. C'est le nom du projet présenté cette semaine à des élus locaux au cœur du lycée Tessier de Bitche. Il s'agit d'une borne solaire de recharge conçue par des lycéens dans le cadre de leur formation et des épreuves du baccalauréat. Un projet encore en phase de prototype, mais qui a déjà l'objectif de s'étendre pour améliorer l'expérience touristique dans le pays de Bitche. Reportage. Il aura fallu 2 ans pour que le prototype sorte et il n'aura besoin que du soleil pour fonctionner. Il s'agit d'une borne photovoltaïque pour recharger des vélos électriques ou encore des téléphones portables. On a le soleil qui tape sur le panneau photovoltaïque. Le courant qui est ramené au chargeur ici. Le chargeur qui alimente la batterie et l'onduleur. Et ensuite l'onduleur qui va à la prise, où on peut brancher directement son smartphone ou son vélo électrique. Appelé Solarborn, cet équipement a été conçu par des élèves du lycée Tessier de Bitche. C'est un projet qui rentre dans le cadre d'une réforme de la voie professionnelle. Donc c'est la première présentation au bac qui va avoir lieu au mois de juin. Ces lycéens sont issus des formations des métiers de l'électricité et des environnements connectés et de gestion administration. Ensemble, ils ont collaboré de A à Z pour concevoir l'outil. Ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait travailler comme dans une vraie entreprise au lycée. Dans notre futur, on pourra dire qu'on a travaillé dans une mini-société. Le projet a une visée touristique. C'est pourquoi il a été présenté à quelques élus locaux du pays de Bitche. Ce qui me semblait intéressant dans cette présentation, c'était de voir que l'on pouvait allier une fois de plus l'activité et aussi la production d'énergie, que ça pouvait bénéficier à des sites touristiques qui sont nombreux dans le pays de Bitche. C'était pour moi vraiment un moment intéressant d'innovation. La borne se veut autonome et modulable et ne demande pas de gros investissements pour être installée. Il semble que certains élus aient apprécié l'idée. Alors peut-être que d'ici quelques temps, vous pourrez recharger votre vélo électrique près de la citadelle ou encore du château de Waldeck. Et sans plus tarder, je voudrais donner la parole à notre invité du jour. Roland Roth, on vous a invité de longue date en tant que président du SIDEM pour parler de l'extension des consignes de tri qui est en place là depuis le 1er mars. Mais vu le contexte international, je voudrais qu'on parle d'abord de l'Ukraine et de la guerre qui mène la Russie. Quelles sont les conséquences pour le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, j'irai tant sur le plan humain qu'économique? Oui, je crois que nous sommes tous horrifiés et consternés de voir ce qui se passe au quotidien actuellement. On ne s'attendait pas
je pense que c'est l'avis de tout le monde, qu'on soit élu ou non, hein, à des choses aussi dramatiques. Moi qui suis un enfant d'après-guerre, quand je regarde la télévision, je me demande si on nous montre des images de l'époque ou si ce sont des images qui correspondent bien à la réalité d'aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes tous face à un drame humain qui forcément nous touche sur le plan sentimental et qui nous touchera effectivement sur le plan économique. Il est difficile aujourd'hui de mesurer l'impact de ces conséquences. Nous savons qu'elles seront importantes. On va discuter du SIDEM tout à l'heure. Eh bien, ce sera important pour le SIDEM également, puisque nous allons agir sur l'énergie notamment, une énergie qui coûte cher pour le service que rend le SIDEM, et nos entreprises locales vont souffrir. Alors jusqu'à quel niveau? Je crois qu'il est difficile de le mesurer aujourd'hui, mais les conséquences seront ressenties. Et d'un point de vue humain, à court, moyen, long terme, parce qu'on a du mal à savoir, est-ce que des réfugiés ukrainiens vont être accueillis sur le territoire de la Casque? Nous sommes en pleine réflexion. Je viens d'évoquer le sujet il y a quelques minutes encore avec le maire de Sarreguemines. Nous allons essayer de faire l'inventaire de nos disponibilités en matière de logement, en matière de possibilités d'hébergement, même dans les lycées. Je crois que ce sont des solutions qui sont possibles aujourd'hui. Et puis nous sommes bien sûr disposés à accueillir ces familles qui sont dans le malheur aujourd'hui et qui demandent à être soutenues. Donc c'est une organisation qui est en train d'être mise en place. Et puis ça dépendra aussi de l'évolution de la situation dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est difficile de faire une transition, mais on va quand même parler de l'actualité du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. C'est une nouveauté depuis mardi sur l'ensemble du territoire du SIDEM. Tous les emballages se trient, les barquettes, les pots, les gobelets ou autres boîtes en plastique rejoignent la liste des emballages qui se triaient déjà, comme les briques alimentaires ou les boîtes de conserve. Alors le SIDEM et son partenaire Citeo ont présenté hier ces changements. Avant d'en parler plus en détail, on va regarder le reportage réalisé par Guillaume Dumonteil. C'est un emballage, je le trie. Peu importe l'endroit où je me trouve sur le territoire français, les emballages doivent aller dans un bac jaune. Ainsi en a décidé la loi Transition écologique pour la croissance verte, adoptée en 2015 et qui doit pleinement entrer en vigueur fin d'année 2022. 55% de la population du Grand Est est déjà passée à ce nouveau dispositif d'extension des consignes de tri et depuis le 1er mars, les 370 000 habitants qui vivent sur le territoire du SIDEM doivent trier l'ensemble de leurs emballages. Les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en acier et en aluminium et les briques alimentaires devaient déjà être mis dans les sacs orange. Aujourd'hui, il faut aussi y mettre les barquettes, les pots, les gobelets et les boîtes en plastique, les tubes, les poches et filets en plastique, les capsules en plastique, les sachets, ainsi que les blisters et les films en plastique. Pourquoi faut-il recycler? En premier lieu, pour préserver la planète. Le recyclage lutte activement contre le réchauffement climatique, nous le savons, on nous le répète, mais nous n'en avons peut-être pas suffisamment conscience. L'utilisation de produits recyclés dans l'industrie permet de diminuer ses impacts environnementaux. L'incorporation d'une matière première recyclée permet une économie considérable d'eau et d'énergie. Deuxièmement, pour que les coûts de transport et de traitement des déchets coûtent moins cher. Le fait de ne pas trier aujourd'hui, ça va coûter presque 500 € la tonne. D'accord ? Le fait de trier, ça rapporte à la collectivité 660 € la tonne. Je vous laisse faire l'écart, vous avez quasiment 1 000 € d'écart entre faire le bon geste ou pas.
Et il y a des progrès à faire. Sur l'ensemble du territoire français, 4 bouteilles en plastique sur 10 ne sont pas triées. Et ce n'est ici qu'un seul exemple. Encore trop de déchets se retrouvent dans les ordures ménagères, enfin ce qu'on appelle ordures ménagères, surtout les résiduels, ce qui correspond à notre sac bleu aujourd'hui. 75% des Français trient leurs déchets, 50% le font de manière permanente et 25% de manière occasionnelle. Il y a donc 25% des Français qui ne trient pas du tout leurs déchets. L'objectif est de faire baisser cette part des habitants qui ne trient pas de 25% à 10%. Alors on l'a vu dans ce reportage, trier mieux et plus, ça pourrait permettre au SIDEM de faire des économies et d'engranger davantage de recettes. Alors il y a un chiffre clé, je ne sais pas si vous l'avez estimé, mais à combien s'élèvent les gains financiers attendus ? C'est difficile à estimer à ce jour, puisque ça dépendra de l'adhésion de nos concitoyens à ces nouvelles consignes de tri. Donc ça dépendra de la réussite au final, ça dépendra des quantités de déchets qui vont être ramassés et qui auront donc fait l'objet d'un tri et d'un bon tri. Je crois qu'il faut insister sur ce point. La qualité du tri est essentielle pour éviter ce qu'on appelle les refus de tri, et je crois que nous l'avons dit suffisamment souvent. Nous sommes aujourd'hui à 50% de refus de tri, donc la moitié de ce qui a été trié jusqu'ici repart soit en décharge, soit en usine d'incinération, et ça a un coût énorme. Je peux vous situer en ordre de grandeur le montant de ces refus de tri. C'est une affaire de 4 millions d'euros sur une année dans le cadre du budget du SIDEM. Donc c'est considérable. Alors d'un côté, effectivement, nous pouvons nous attendre à des soutiens plus importants, donc la valorisation de notre façon de trier, et d'un autre côté, nous faisons des économies en rabaissant les refus de tri de façon conséquente. Cette extension des consignes de tri qui vient d'entrer en vigueur, vous appelez également cela simplification des consignes de tri, parce que désormais tous les emballages peuvent être triés. Mais quelque part, c'est pas forcément simple, parce que ça veut dire quand même changer les habitudes des citoyens. Du coup, tout ça, ça va passer par une campagne de communication massive ? Oui. Alors, pour revenir sur la notion de simplification, elle est tout simplement due au fait que l'usager ne se pose plus de questions, ou n'a plus de questions à se poser. Jusqu'ici, et je crois que ça a été le cas de tous à un moment donné, tout le monde qui réagit de la même manière. Quand on a un objet en main, on se pose des questions. Nous avions 3 sacs à disposition. Où est-ce qu'on va mettre cet objet ? Dans le cadre du sac orange, nous savions aussi que les produits à y mettre étaient limités. On ne pouvait pas tout mettre. Donc la même question se pose. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Donc ce n'est plus le cas depuis le 1er mars, puisque on met dans le sac orange, en attendant que les systèmes de ramassage et de collecte se mettent en place, tout ce qui est emballage. Donc tout ce qui est emballage peut être trié. Et puis désormais, on trie de la même manière les mêmes choses sur l'ensemble du territoire du SIDEM. Donc par exemple, pour les gens qui vivaient dans une interco ou travaillaient dans une autre, au moins maintenant ils trient de la même manière partout. Oui. En revanche, selon l'interco dans laquelle ils sont, ok, on trie les mêmes choses, mais on ne les met pas au même endroit, puisque certaines intercommunalités passent à l'apport volontaire, d'autres restent sur de la collecte porte-à-porte. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que tout le monde fasse la même chose ? Certainement. Certainement, mais à titre de rappel, et je crois qu'il est bon de le redire pour que chacun comprenne bien la situation, il y a 2 types de compétences. Vous avez d'un côté la compétence collecte qui reste
à l'intercommunalité membre. Hein. Je vous rappelle qu'il y en a 10 au sein du SIDEM. Donc chaque interco est libre de décider de sa façon de collecter. Et puis, il y a la compétence transport et traitement qui, elle, concerne le SIDEM. Donc, ce n'est pas le SIDEM qui a choisi le mode de collecte des intercos, ce qui fait qu'il y a eu une réflexion interne dans chacune de ces collectivités et les choix ont été différents. Bon, effectivement, plus que la moitié, je crois que nous sommes à 60 ou 67% d'usagers voilà, qui vont pratiquer l'apport volontaire. Et puis il y a quelques collectivités qui vont collecter avec des sacs jaunes transparents, toujours dans le même esprit pour voir ce qui est dans le sac, pour arriver à une qualité de tri correcte. Et puis vous avez une collectivité, je crois que c'est la seule, qui collectera avec un bac supplémentaire. Dernière question, lundi prochain, il va y avoir le prochain comité syndical du SIDEM et le principal point à l'ordre du jour, ce sera le rapport d'orientation budgétaire. Quelles sont les orientations ? D'abord, le rapport d'orientation budgétaire est amené à faire le bilan de l'année passée, ce qui pour nous est particulièrement important, hein, puisque ça nous permet d'avoir une vision complète de la manière dont nous avons fonctionné et des résultats financiers qui sont apparus au terme du dernier exercice. Dans ce domaine-là, eh bien, je crois pouvoir vous dire aujourd'hui que nous avons constaté une très nette amélioration. Les chiffres nous permettront de constater que le SIDEM se porte mieux, même si tout n'est pas fait, et nous le savons, nous le savions déjà avant, on ne règle pas le problème du SIDEM en l'espace d'1 an, voire 2 ans. Bon, il faut un certain temps pour y arriver. À partir de ce résultat, qui est très encourageant aujourd'hui, il faut se projeter sur l'avenir. Nous allons poursuivre nos activités de recherche d'économie, notamment au travers du fonctionnement du SIDEM. Je prendrai pour exemple la méthanisation qui est aujourd'hui encore une particularité du SIDEM. Tout le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous sommes l'une des seules structures à collecter les déchets fermentescibles en porte-à-porte et de les méthaniser. Donc en améliorant cette méthanisation par une filtration supplémentaire et une stérilisation, nous arriverons à rabaisser le coût de la méthanisation. Et quand je dis rabaisser, je peux vous citer un chiffre, nos estimations tournent à hauteur de 700 000 € par an d'économie à faire par le biais de cet investissement. C'est un investissement qu'il faudra faire malgré tout, et malgré nos difficultés financières. C'est là où l'exercice est difficile, hein, mais on y arrivera. Et on en reparlera donc lundi soir au SIDEM et mardi midi sur Mosaïque Cristal, puisque évidemment Mosaïque Cristal sera au comité syndical du SIDEM. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct aujourd'hui. On va maintenant s'intéresser à d'autres chiffres, ceux de la sécurité. Les violences intrafamiliales sont au centre des préoccupations. Christophe Salin a reçu en sous-préfecture de Sarreguemines les différents représentants de la gendarmerie, de la police et des services de secours et d'incendie de l'arrondissement. Il s'agissait de faire le bilan annuel de 2021 concernant la sécurité et c'était l'occasion de présenter les derniers chiffres. Reportage de Thibaut Desmerlet. 2020 aura été une année atypique pour les forces de l'ordre et de secours. Concernant la délinquance, la crise sanitaire et le confinement ont provoqué une baisse dans les statistiques. L'année 2021 a donc été comparée au bilan 2019.
Les chiffres sont quasi stables et restent en dessous des moyennes nationales et départementales. Pas de situation particulière, sauf bien évidemment les violences intrafamiliales qui sont devenues une grande priorité nationale et pour lesquelles tous se mobilisent. Les forces de l'ordre comptabilisent 25% de violences intrafamiliales en plus entre 2019 et 2021. Cela représente 30 victimes. Ce n'est pas le volume d'accroissement qui me préoccupe, c'est la gravité des violences que subissent les victimes qui sont, à mon sens, de plus en plus marquées. Mais je ne place pas l'accroissement sur la seule libération de la parole parce que cela n'expliquerait pas l'accroissement de la violence et des formes de violence physique qu'on peut constater. La gendarmerie et la police sont donc sur le qui-vive et restent fortement mobilisés sur ce crime. Et forcément, nous devons améliorer, notre prise en charge, notre prise en compte très rapide, soit sur un flagrant délit, soit par la suite sur quelqu'un qui nous dénonce des faits antérieurs. Pour nous améliorer, les 100 militaires de la compagnie ont en 2021 reçu une journée complète de formation et nous travaillons de plus en plus et en étroite collaboration avec une association d'aide aux victimes locales bien implantée, l'association Proximité. Concernant les cambriolages, la gendarmerie a constaté une baisse de 10% en 2021. Il y a aussi une baisse des accidents de la route, 14 en moins, mais toujours autant de morts, avec 3 personnes décédées. Globalement, la délinquance est en très légère hausse, 7 faits en plus en 2021, pour un total de 1274. Pour la police, 1307 faits ont été relevés. Côté sapeurs-pompiers, les 37 unités opérationnelles de la compagnie ont effectué 6203 interventions sur l'arrondissement et sur les territoires voisins, dont 4644 secours à la personne, 414 incendies et 318 secours routiers. Un nouveau document a été signé pour mener des actions en faveur de la petite enfance et de la jeunesse. La communauté de communes du Pays de Bitche s'est engagée dans un nouveau partenariat avec la CAF et la MSA. La Convention territoriale globale est désormais la nouvelle porte d'entrée pour financer les projets. Explication de Thibaut Desmerlet. C'est une mise à jour importante du partenariat entre la CAF, la Mutualité sociale agricole et la communauté de communes du Pays de Bitche. Les représentants des différentes structures se sont donné rendez-vous à la Maison de l'Enfant à Bitche pour signer une nouvelle convention. La Convention territoriale globale est le document qui permettra d'obtenir des financements de la CAF pour mener des actions pour la petite enfance et la jeunesse. Ce qui est important, c'est qu'elle a vraiment été co-construite avec la CAF. Donc, nous avions organisé différents ateliers, ce qui a permis de rencontrer tous les acteurs du territoire qui œuvrent en faveur de la petite enfance et de la jeunesse, différentes associations. Ça nous a permis de faire un diagnostic, mais aussi d'envisager des évolutions, des développements. Et donc, tout ceci est donc répertorié dans cette CTG avec un plan d'action. Cette convention remplace les anciens contrats enfance-jeunesse. Elle sera valable pour 5 ans. Elle concerne les actions menées par l'intercommunalité, mais aussi celles menées par certaines municipalités dans le cadre de leurs compétences communales, notamment le périscolaire. 10 communes du Pays de Bitche ont signé le document. La convention pourra évoluer chaque année en fonction de l'offre et des besoins. Nouveau président, nouvel entraîneur, nouvelle recrue, le Sarreguemines Football Club a entrepris plusieurs changements depuis le début de l'année. Focus sur la stratégie sportive pour la deuxième partie du championnat avec l'arrivée de 2 nouveaux joueurs. Marie-Morgane Pires a assisté à un entraînement. Côté là, à droite, il va venir ici, il va jouer là-bas. C'est un habitué des stades sarregueminois qui est désormais à la tête de l'équipe 1 du SFC. Alan Vangère était le responsable technique du club et en charge des U18 et de l'équipe réserve. Depuis la trêve hivernale, il succède à Salem El Foukhari et entraîne la formation de Régional 1. C'est un plaisir pour moi, c'est une fierté parce qu'il y a eu toujours des grands éducateurs et des grands entraîneurs à ce poste, donc c'est une fierté pour moi. L'équipe a été renforcée il y a un mois avec l'arrivée de 2 nouveaux joueurs. D'un côté, Dominique Madifo, 19 ans. Il a débuté à l'INF de Clairefontaine puis au centre de formation de la JOCR. Après un crochet en Espagne, il intègre le Sarreguemines FC au poste de défenseur central. Dans leur discours, dans leur projet, ça m'a intéressé. Voilà, ça m'a intéressé. Ce sont des vraies personnes, c'est des personnes entières. Leur projet sportif, il est cohérent. C'est une équipe qui a eu un passé national, même s'ils sont en Régional 1. C'est une équipe qui peut aspirer de monter en national. Voilà, donc franchement, c'est un bon club. De l'autre côté, Giovanni Amadeu, 24 ans. Il est passé par le FCMT à 3, qui a évolué de Régional 1 à National 3. Il a ensuite intégré l'équipe de Raon-l'Étape.
Après 6 mois au Luxembourg, il a été recruté par Sarreguemines au poste de latéral gauche. Il y avait un bon projet d'évoluer en national. Et National 3 bien sûr pour le moment. Après on ne sait jamais dans le football, tout peut arriver. Mais pour l'instant voilà, il y a un bon projet sportivement et aussi extra-sportif pour amener les joueurs au plus haut. Pour l'instant, le Sarreguemines FC se situe dans la seconde moitié du classement de Régional 1. La nouvelle stratégie sportive se met doucement en place pour tenter de remonter de quelques places avant la fin de la saison. Il nous reste 10 matchs de championnat. Donc, du coup on va les aborder comme des finales de Coupe de France et chaque match est très important pour nos objectifs. Un travail sera ensuite mené pour accomplir de nouveaux objectifs pour la saison prochaine. Dans un instant, on s'intéresse au casier en libre service et on terminera cette émission par un hommage à Jean-Pierre Pernaut. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Partout sur notre territoire, les marques de soutien à l'Ukraine sont en train de fleurir. Lundi, on vous a montré les villes de Bitche et de Sarreguemines qui se sont illuminées aux couleurs du drapeau ukrainien. La ville de Hombourg en a également fait de même. Les photos sont signées Jean-Marie Guzig des Carnets de Moselle-Est. Et la ville de Rohrbach a voulu elle aussi témoigner de son soutien avec ce symbole fort. Certaines communes se sont également portées volontaires pour accueillir des familles et d'autres ont organisé des collectes de dons qui pourront ensuite être envoyées. Et parfois, même la nature rend hommage à sa manière. Hier matin, le ciel s'est paré des couleurs du drapeau de l'Ukraine. Des photos prises à l'étang du Velchof à Putelange par les Carnets de Moselle-Est. Et pour demain, le bleu du ciel et le jaune du soleil seront toujours bien présents sans aucun nuage à l'horizon. Côté température, les minimales seront toujours assez fraîches avec -2 à -3 degrés et les maximales iront de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Casimirs et il fera jour de 7h11 à 18h22. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas. Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel.
Il pousse un peu partout en France et notamment aux quatre coins de notre département. Les distributeurs automatiques pour produits secs ou produits frais cartonnent. Le marché connaît une croissance fulgurante depuis maintenant une dizaine d'années. Exemple en images côté utilisation et côté production. Il y a 4 ans, Caroline franchit le pas et installe un distributeur automatique au bout de sa ferme. Le client vient devant le distributeur, sélectionne un ou plusieurs casiers, donc les numéros de casiers qui se trouvent ici, et le casier, dès qu'il y a la petite lumière bleue, va s'ouvrir. Et de là, on pourra retirer la commande. Donc voilà. Ici, elle propose ses produits, des œufs frais, des céréales, des pommes de terre, des terrines. Joanne y vient toutes les semaines pour y faire ses courses. On n'est pas obligé de se baser sur les horaires des grandes surfaces, donc c'est genre ne serait-ce qu'en dernière minute ou on sait qu'on a toujours des produits de qualité à n'importe quelle heure. Ça marche plus le distributeur, j'ai l'impression, parce que les gens sont assez pressés, du coup ils arrivent, ils se garent et ils repartent directement et au moins ils ont le visuel sur tous les produits. Comptez environ 30 000 € pour une installation comme celle-ci. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans cet entrepôt à Florange, la société Providif fabrique justement ses épiceries high-tech. Là, il est en train de fabriquer une colonne de commande. Donc il met l'électronique. Ça s'emboîte là, ça s'allume, ça met le numéro de casier et le prix. Pendant longtemps dans l'automate, mais pour la distribution de films. En 2011, l'entreprise familiale se lance dans le casier. Depuis, son chiffre d'affaires ne cesse de grimper, de 300 000 € environ à cette époque, à 2 millions aujourd'hui. Un marché donc porteur, boosté avec la crise sanitaire. C'est vrai que quand on a eu le premier confinement, le gros confinement où tout le monde était chez eux, ça a donné un petit coup de pouce. On a augmenté de 30-35%. Mais il y avait quand même une évolution dans ce domaine qui était déjà prévue en fait, et qui n'est pas finie je pense. Au départ conçus pour des produits essentiellement alimentaires, ces casiers attirent une nouvelle clientèle. Le fabricant français a notamment déjà travaillé avec un pisciniste et un vendeur de pelés. Le produit, lui, est fabriqué sur mesure, de 2 à 1000 compartiments possibles. Une manière plus connectée de consommer qui pourrait bien à terme supprimer des emplois. Malheureusement, je pense que c'est l'avenir, il est là. Je suis désolé pour ces personnes-là, mais par contre, ça offre des nouveaux emplois. La preuve, nous ici on est une dizaine, donc de notre côté, nous on fait de l'emploi. Au contraire, on est toujours à la recherche d'emploi, donc ça augmente tout le temps, nos salariés augmentent tout le temps régulièrement. David Clément et ses équipes réfléchissent déjà à demain avec un équipement utilisable par plusieurs personnes en même temps. Alors qui sait, peut-être que dans un futur proche, votre épicerie du quartier aura bien changé. On termine cette émission par un hommage à un grand monsieur de la télévision. Jean-Pierre Pernaut est décédé hier. Pendant plus de 30 ans, la star du Trésor de TF1 s'est démarquée en mettant les territoires à l'honneur, et notamment le fameux Beacherland, une relation de proximité saluée notamment à Wolminster, souvenez-vous. Autre tradition carnavalesque française, c'est la fameuse tradition des balabala en Lorraine. C'est un rendez-vous incontournable de la saison dans chaque ville, chaque village. On se réunit tous les soirs pendant cette saison pour un grand bal masqué. À Wolminster en Moselle, Fabrice Rosassi et Giuseppe Gravina. Dernière touche de maquillage avant le bal. Appelez-le comme vous voulez, balabala, speckball ou tout simplement bal masqué. Quelle que soit la ville ou le village, la recette est toute simple. Prenez plusieurs centaines de personnes déguisées. Remuez-les dans une salle surchauffée, ajoutez-y un orchestre et saupoudrez enfin d'une dose de bonne humeur. Vous obtiendrez alors une de ces soirées de carnaval dont le Beacherland, entendez l'Est de la Moselle, a le secret. Un peu plus tard, lorsque sur scène notre équipe est enfin démasquée, toute la salle improvise spontanément et dans la bonne humeur, ce qui devient l'hymne de la soirée. Le bal costumé va durer jusqu'à l'aube. Pour éviter les mauvaises surprises et pour que la fête soit complète, chaque groupe repartira avec son capitaine de soirée. Voilà, vous savez ce que c'est que les balabala, on y chante des choses formidables. Et oui, un hommage en guise d'adieu avec un clin d'œil, de la bonne ambiance et des sourires comme il les aimait. Et c'est son sourire qu'on gardera en mémoire au cœur des régions. Rendez-vous demain dès midi pour une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal.